C'est le face-à-face politique de la semaine avec Bruno Jeudi du Journal du Dimanche et David Revaud-Dallon du Monde. Bonjour messieurs. Bonjour Rosine. Alors, il l'a dit, le romantisme de gauche, c'est fini. Jean-Marc Ayrault, dans une interview au JDD, assume le tournant. Fini les vieilles lunes socialistes, au grand désespoir de la gauche socialiste. À droite, l'UMP continue de se déchirer. Et dans ce contexte, eh bien, les commentateurs ont donc scruté les élections législatives qui se jouaient ce dimanche. En toute logique, la gauche devait être en tête, le FN en embuscade pour profiter de la débâcle de la droite et l'UMP au fond du trou. Eh bien, que nenni, pas du tout. Tout le contraire, le PS perd des plumes, le FN n'a pas imposé de triangulaire et l'UMP est en tête. Décidément, que faut-il comprendre de la politique? Et puis nous, les journalistes, les commentateurs, on s'est bien trompés. On avait dit que la débâcle de l'UMP profiterait au FN, pas du tout. C'est vrai que d'abord, c'est quand même, il faut le reconnaître, une défaite pour les commentateurs qui sont pris à contre-pied. Hein. C'est vrai qu'on aurait pu penser que... Il faut le dire de temps en temps quand on se trompe. Bien sûr, il faut le dire. Et à la fois, ce qui se passe à l'UMP, les difficultés du gouvernement auraient pu profiter au Front National, et pas du tout, vous avez raison. Le Front National ne fait pas de percée, surtout pas à Béziers, là où il espérait, parce qu'il faut reconnaître et dans le Val-de-Marne et dans les Hauts-de-Seine, c'était absolument impossible. Non, c'est à Béziers que Marine Le Pen espérait hisser sa candidate au second tour, pas du tout. Le FN progresse un petit peu, il faut le dire, en pourcentage, mais pas suffisamment pour être devant la candidate socialiste et encore plus devant le candidat UMP qui, lui, pour le coup, fait une belle percée, une belle performance et devrait l'emporter assez facilement dimanche prochain. Et la gauche, donc, David, un peu dans les choux et un peu désavoué. Du point de vue de la gauche, on s'attendait initialement à un score quand même plus élevé que cela, mais on savait, vu la dernière séquence, c'est-à-dire vu la séquence Mittal qui a été quand même catastrophique, que ça allait être plus compliqué que prévu. Et en réalité, c'est beaucoup plus compliqué que prévu dans tous les cas de figure. Puisque... En fait, David, c'était le scénario qui était plutôt envisagé au départ. C'est-à-dire 3 défaites. Voilà. Il n'y avait aucun miracle. Et c'est vrai qu'avec ce qui s'est passé à l'UMP, ils ont espéré sauver le siège. Voilà, ranimer un petit peu les espoirs. Et on voit que c'est quand même assez catastrophique puisque la candidate socialiste dans l'Hérault est très loin derrière, très en deçà de son dernier score. Et que dans le Val-de-Marne, il y a carrément un duel entre les centristes et l'UMP. Donc, le centriste et l'UMP. Donc, de ce point de vue-là... c'est quand même sans surprise, puisque la gauche s'attendait, je le répète, au vu de cette dernière séquence, à une Bérésina. Ce qui est intéressant, il s'y attendait. Ce qui est intéressant, c'est ce qu'a dit Marine Le Pen après avoir constaté finalement que l'échec est quand même assez patent pour elle. Elle a parlé d'implantation locale. Elle a dit le Front National manque d'implantation locale. C'est ce qui explique ces mauvais résultats. Et donc, ça augure, je dirais, de la suite des opérations et notamment en direction des municipales où le Front National d'ores et déjà engagé dans une, je dirais, reconstruction de son appareil local. C'est vrai qu'il ne faut pas non plus surinterpréter 3 élections partielles, mais c'est quand même 3 élections partielles qui sont intéressantes parce qu'on voit là... grosse abstention quand même, attention. Bien sûr, il y a une grosse abstention, mais on voit qu'il y a une concrétisation de ce qu'on voit au fond depuis la rentrée, à savoir d'un pouvoir qui est impopulaire, qui déçoit une partie de la gauche et qui se retrouve aujourd'hui avec un de ses candidats éliminés, 2 candidats quasi battu. Oui, mais ça, on pouvait, c'était valable, Bruno, s'il n'y avait pas eu l'affaire de l'UMP. Copé-Fillon. Or, eux, ils chutent. Oui, mais ce qu'on voit, Rosine, c'est que l'électorat de droite, malgré la querelle des chefs à Paris, lui reste très mobilisé. Et il est mobilisé, au fond, pratiquement depuis, j'allais dire, le 6 mai au soir. C'est-à-dire que l'UMP et les sarkozystes ont réussi à écrire une histoire qui est, au fond, on a perdu de justesse et on a presque gagné. Et c'est vrai que cet électorat reste très mobilisé contre le gouvernement. Et là, on le voit, notamment à Béziers et dans les Hauts-de-Seine, où les 2 candidats font des très bons scores. Mais de ce point de vue-là, ce qui est intéressant, quasiment meilleurs que ce qu'ils ont fait au mois de juin. Ce qui est intéressant, c'est la déconnexion totale, finalement, entre les enjeux nationaux et le pitoyable spectacle qu'ont offert messieurs Copé et Fillon, et puis ce qui s'est passé localement. D'ailleurs, Élie Abou, le candidat UMP dans l'Hérault, qui est un proche de Jean-François Copé, très proche de Jean-François Copé, absolument refusé que celui-ci vienne l'aider sur le terrain. C'est-à-dire qu'il y a eu une déconnexion totale entre la guérilla pour la prise de contrôle du parti et puis les enjeux sur le terrain qui a plutôt bien fonctionné. Et même, vous pourriez ajouter qu'ils n'ont même pas utilisé le logo UMP. Absolument. Aucun des candidats s'est bien gardé d'utiliser ce logo UMP pour faire campagne. Ils ont fait une campagne vraiment auprès de la droite terrain et ça a fonctionné. Mais comment vous expliquez quand même que les 2 hommes, Copé-Fillon, chutent de 18 points? Alors bon, c'est vrai,
vous l'avez dit, entre ils ne sont pas toujours mis l'étiquette sur le front UMP. Mais ça veut dire que ce qui est plus fort, c'est le rejet et le désaveu. Après, il y a aussi une dimension locale tout de même. Hein. On est attaché à son élu. D'ailleurs, Marine Le Pen, elle parle d'implantation locale. Elle parle aussi de cela. Des élus très bien implantés. Voilà, Elie Abou était député à Béziers jusqu'au mois de juin et sa défaite. Et de Védjian aussi. Sa défaite de 10 voix face à la candidate socialiste. Et de Védjian, depuis de longue date, il bénéficie de son ancrage à Antony. Mais c'est vrai, vous avez raison. Il y a une espèce de déconnexion entre ce qui se passe au niveau de la direction de la présidence de l'UMP avec cette incroyable bagarre. D'ailleurs, à mon avis, ils auraient tort, Copé et Fillon, de croire que ça gagne sur le terrain, on peut continuer à se battre au sommet. À mon avis, ils ont totalement tort. On le voit dans les codes de popularité des deux hommes, et c'est pas rien non plus. Fillon et Copé chutent énormément. Alors évidemment, c'est plus lourd pour Copé qui tombe à 17%. Il est au niveau de Dupont-Aignan pour vous donner un ordre de grandeur. Donc ils auraient tort de penser on peut continuer à faire notre bagarre tranquille. Non. Je crois qu'à un moment ou à un autre, s'ils allaient trop loin, ils auraient la révolte de la base. Et puis du côté, pardonnez-moi Roselyne, de l'autre côté de l'échiquier, à gauche, on peut se dire que les électeurs ont été quand même très désorientés par cette dernière séquence Mittal. Les électeurs de gauche, quand même, en gros sur la patate avec cet affrontement entre deux hommes, mais aussi entre deux lignes. Finalement, c'est vrai que c'est pas facile de faire campagne. C'est pas facile pour un candidat socialiste de faire campagne en ayant les syndicalistes et les gens qui viennent dire vous avez trahi les électeurs toute la semaine quand même. On imagine la candidate socialiste à Béziers voir Édouard Martin venir dire tout le mal qu'il pense de François Hollande et Jean-Marc Ayrault. Vous avez fait l'interview dans ce dimanche de Jean-Marc Ayrault où on a vu dans le fond un Premier ministre qui assume ce tournant. À la fois le pacte de compétitivité, Hollande avait dit lors de sa conférence de presse, il n'y a pas de tournant, il n'y a pas de virage. Mais là, effectivement, on enterre quand même le romantisme, vous l'avez écrit, de gauche. Dans le fond, il assume ce tournant. Il assume surtout l'idée que la nationalisation c'était peut-être bien en 81. D'abord la nationalisation, il rappelle que ça a créé beaucoup de licenciements. Quand l'État a nationalisé, il a dû licencier dans les années 80 lourdement. Il le rappelle. Et puis surtout, Ayrault dit avec ses mots à lui qu'il n'y a pas le moindre sou pour payer une nationalisation. David, celle temporaire. Est-ce que le PS remet son logiciel un petit peu à l'heure de la mondialisation et du réalisme? En réalité, il y a toujours deux lignes au Parti socialiste. Il y a celle de François Hollande et Jean-Marc Ayrault. Enfin, c'est celle qui compte, puisque c'est celle qui gouverne. Mais attendez, elle est social-démocrate, elle est plutôt réformiste, gestionnaire. Il n'est pas question s'assume quand même. Nationalisée. Mais en même temps, Ayrault, il le dit, c'est une gauche social-démocrate. Mais en même temps, François Hollande, qui est éminent représentant de cette ligne-là, ne désavoue pas Arnaud Montebourg. Après, il y a l'aspect tactique de la gestion de cette crise. C'est le côté synthèse. C'est le côté je joue avec l'un, je soutiens l'autre, puis je soutiens l'un en jouant avec l'autre. Et on perd sur tous les tableaux. François Hollande a voulu jouer sur tous les tableaux et effectivement, il a perdu à tous les niveaux. Donc, on l'a vu, il a été même obligé jeudi de prendre un gros risque. Il aurait pu continuer à laisser Ayrault en première ligne, ce qu'il avait fait dans les premiers jours de cette crise, pour ne pas prendre de coups. Et puis, vous avez vu, après la polémique sur le projet Ulcos qui démentait finalement les promesses du Premier ministre, lui-même a pris une promesse, a pris des engagements jeudi soir, et c'est un risque parce que si jamais il y a un échec de cette reconversion du site de Florange dans son intégralité, eh bien évidemment on va demander des comptes à François Hollande. Donc sur la ligne politique, il n'y a pas de surprise pour moi. On la connaît, cette ligne politique. Le problème, c'est qu'il n'arrive pas à l'appliquer et surtout à la faire appliquer à tous les membres de son gouvernement. Arnaud Montebourg a continué à faire croire à cette solution de la nationalisation temporaire, alors même que l'arbitrage était rendu et que François Hollande avait tranché. Et puis d'autres ministres ont continué cette semaine à ostensiblement désapprouver. Delphine Batho, on ne peut pas faire confiance, et Aurélie Filippetti. Donc dans l'interview, il essaie aussi un peu de remettre de l'ordre tant bien que mal. Et c'est pas facile parce que globalement, il était quand même sur la défensive. Au fond, il ne se contente pas de ces fameuses deux gauches pour continuer à attirer l'électorat de gauche, pour dire on n'est pas totalement trahi puisqu'il reste au gouvernement des gens qui pensent comme nous. Est-ce que c'est pas cette art de la synthèse qu'a fait François Hollande pendant des années au PS? Est-ce que ça marche au gouvernement? David le disait. Alors moi, je crois qu'on voit les limites d'une synthèse à l'échelle du gouvernement entre une gauche qui est de plus en plus social-démocrate et qui s'assume comme telle. Et ça, c'est une nouveauté quand même en France, parce que jusqu'à présent, même Jospin n'assumait pas ce
côté, au fond, vraiment social-démocrate. Et puis de l'autre côté, il y a une gauche protestataire, peut-être de plus en plus. Alors il y avait le Front de gauche jusqu'à présent, il y a les écologistes qui sont plus sur cette veine-là. Et puis il y a jusqu'au sein même du gouvernement des ministres. Alors Arnaud Montebourg, le plus flamboyant d'entre eux, qui lui croit aux vertus de la nationalisation comme on y croyait dans les années 30. Non, mais est-ce qu'il ne fait pas un peu le Cyrano du gouvernement? Il a son rôle et tout le monde est content. Après, il a son style, il a son rôle, effectivement, il a sa fonction du point de vue de François Hollande, mais chacun dans ce gouvernement, pour le président, a son intérêt. Il explique notamment qu'il ne peut pas se réduire à un gouvernement de seuls socialistes et surtout de seuls sociodémocrates. D'où l'intérêt d'avoir les écologistes, d'où l'intérêt d'avoir Montebourg, mais avec les problèmes que ça cause. Sur un plan plus général, il est normal qu'il y ait un débat au sein du gouvernement entre plusieurs lignes. D'ailleurs, même sous Sarkozy, il y avait plusieurs lignes. Il y avait Borloo, Guéant, Hortefeux qui n'étaient pas forcément tout à fait d'accord. Mais simplement, le problème, c'est que sur ce dossier emblématique, ça a été géré, on peut le dire, totalement n'importe comment, avec les intérêts tactiques l'ont emporté, ce qui arrive à ce que ces deux lignes... On peut parler de crise politique ou pas? Oui, c'est très clairement la plus importante crise politique. Il faut ajouter la dimension personnelle qui est aussi ce face-à-face Ayrault-Montebourg qui est ancien, les deux hommes ne s'aiment pas. Et là, personne n'a voulu lâcher prise. C'est vrai que Jean-Marc Ayrault aurait pu être se montrer un peu magnanime au moment de l'annonce de l'arbitrage. Il l'a pas du tout été, et ça. Il l'a fait de façon assez terrible, puisqu'il a organisé une conférence de presse. Alors que le cabinet Montebourg n'était même pas prévu. Ça a ajouté une dimension psychodrame à un arbitrage forcément douloureux. Est-ce que vous pensez, ça me vient comme ça, qu'on le voit dans l'affaire Fillon-Copé, est-ce que dans le fond les lignes politiques ou l'idéologie, c'est important. Est-ce que quand deux hommes se détestent, est-ce que c'est pas ça qui l'emporte le plus souvent sur les choses que l'idéologie dans le fond? Je crois que tout se mêle. C'est difficile de... Est-ce que Ayrault, on a eu le sentiment qu'à un moment, il a voulu aussi, à tout prix, ne pas donner raison bien sûr, tout se mêle, hein. L'aspect personnel, l'ego, le rapport de force se mêle avec les différences de positionnement idéologique. Mais quand on regarde le cas Copé et Fillon, les deux hommes se détestent, mais en réalité, sont-ils vraiment à l'origine sur des lignes fondamentalement opposées, contradictoires et irréconciliables? Je crois que non. Après, il y a des positionnements, des postures tactiques. Là, il y a une dimension aussi irrégularité dans le scrutin qui ajoute aussi dans le combat. Mais tout n'est pas irrémédiable. Souvenez-vous, au Congrès de Reims, on avait la même situation entre Ségolène Royal et Martine Aubry. Et puis à l'arrivée, on voit que les socialistes, avec le parfum de la victoire et l'odeur du pouvoir, se sont réconciliés. S'agissant de Jean-Marc Ayrault et d'Arnaud Montebourg, ce qui est beaucoup plus grave, c'est que là, il y a eu un dysfonctionnement dans la communication à tous les niveaux. C'est-à-dire qu'on voit que même les explications minimum qu'il fallait fournir aux syndicalistes, je pense notamment, alors c'est un peu compliqué, sur l'histoire Ulcos, ça a été très mal expliqué, très mal communiqué. Et c'est vrai que là, il y a toute une séquence qui revient en boomerang sur Ayrault et bien sûr sur Hollande, parce que je crois qu'au moment de l'arbitrage, de l'annonce de l'arbitrage, les choses ne sont pas professionnelles à ce moment-là. C'est-à-dire qu'il y a une question effectivement d'organisation, de méthode, avec ce style, cette pratique de François Hollande qui un peu le laisser faire, le laisser aller. J'avais résumé ça comme une forme de darwinisme politique. Un jour, en fait, c'est le plus fort qui l'emporte. Pourquoi a-t-il placé Pierre Moscovici et Arnaud Montebourg à Bercy? Eh bien, parce qu'il considère que la compétition, finalement, crée de l'émulation et crée donc les conditions d'un développement politique. Et deuxième chose, c'est vrai qu'il y a la communication quand même. C'est très basique, mais ce gouvernement qui se refuse à faire de la com, soi-disant, qui veut trancher avec Nicolas Sarkozy, eh bien, n'a pas été capable de vendre un simple élément positif qui était que 629 emplois ont été préservés et c'était quand même une victoire, et ça, c'est passé totalement à la trappe. Une phrase peut-être pour conclure, non? Non, juste à mon avis, le prochain dossier, on va le voir, et c'est une promesse de François Hollande qui va être à moitié tenue, voire pas tenue, c'est l'histoire des banques, et on va voir rapidement qu'avec le prochain Conseil des ministres et la présentation de ce projet de loi qui était une grande promesse, va y avoir diviser les banques d'affaires. Va y avoir à nouveau un conflit entre la ligne la plus à gauche du gouvernement, c'est-à-dire Montebourg, et la ligne social-démocrate, on va dire Ayrault, Moscovici cette fois-ci. Ok, on suivra ça. Merci à tous les deux et à très vite sur France 24. Merci.